Bonjour à tous. Abdelaziz Bouteflika doit-il renoncer à un 5e mandat? C'est la question qu'on vous pose depuis hier soir sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag Les Décrypteurs. Vous continuez de répondre, à donner vos commentaires. Pour l'instant, vous êtes une large majorité à répondre oui. Dites-nous pourquoi. Et continuez à commenter et à réagir. La question, on se la pose sur Twitter, on vous la pose sur Twitter. Et on se la pose surtout depuis une dizaine de jours en voyant ces manifestations et ces revendications, notamment dans les rues d'Alger. L'alternative, c'est que le peuple choisit souverainement ses dirigeants. Les Algériens ont le droit, ce n'est pas un sous-peuple, ce n'est pas un peuple de colonisé, c'est un peuple qui doit être libre de ses choix. C'est à lui de choisir ses dirigeants. Nous sommes unis et indivisibles. Nous ne voulons plus de ce pouvoir. Nous ne voulons de cinquième mandat. Ils ne vont pas nous arrêter. C'est ça. Mardi, nous sommes avec les étudiants de Belgique. Et tous les vendredis, nous sortirons. C'est bon. Brahimi, vous êtes algérien, professeur à Sciences Po Paris. Est-ce que l'Algérie vit avec 10 ans de retard son printemps arabe? Bonjour. La comparaison avec le printemps arabe est hasardeuse. Ce qui s'est passé a surpris aussi bien le pouvoir que l'opposition. La rue a pris la parole. Cette prise de parole dénote deux choses. L'échec de la banalisation de la maladie du président. Le président est malade, les gens exagèrent, sa tête fonctionne, il est conscient, mais cette banalisation a échoué parce que la mission était complexe. Il fallait les preuves par l'image et par le son. Les deux, c'est compliqué. Et la rue... On a l'image, mais ça fait 7 ans qu'on n'a pas le son. Voilà. Les deux, c'est compliqué. Bon, maintenant, 7 ans que Abdelaziz Bouteflika n'a pas pris la parole. Sa prise de parole publique date du mois d'avril 2012, justement pendant le printemps arabe. Justement. Maintenant, c'est un sursaut, c'est une nouvelle donne. Comme disent les politologues anglo-saxons, il y a un reshuffling, une redistribution des cartes. La question, est-ce que les mêmes joueurs vont rester autour de la table ou pas? Alors les ça, cartes sont neuves. Vous parlez de la politique algérienne. C'est toujours un peu compliqué à comprendre, je pense même pour un Algérien, et encore plus pour un Français. Avant d'aller regarder ça, d'aller explorer ce qui se passe justement à Alger, dans les arcanes du pouvoir, en tout cas ce qu'on peut essayer d'en comprendre, est-ce qu'on peut justement revenir sur ce qui se passe vraiment maintenant? Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment? On parle de milliers de manifestants, non seulement à Alger, ce qu'on vient de voir, mais aussi dans d'autres villes, jusqu'à, dit-on, Tamanrasset. Et jusqu'à Montréal. Jusqu'à la diaspora. Oui, jusqu'à la diaspora. Et on l'a vu en France. Il y a un prochain rassemblement, je pense, ce week-end. Oui, dimanche. Ce qui s'est passé mardi dernier, les étudiants et les lycéens sont sortis. Il y a 45 wilayas sur 48 qui ont manifesté. C'est presque le grand chelem. Hein, oui, c'est les préfectures. C'est presque le grand chelem. C'est spontané. Il n'y a pas de leader. Il y a des hommes et des femmes politiques qui tentent de prendre le train en marche. C'est un sursaut. Maintenant, comment va répondre le pouvoir? Vendredi prochain, les manifestants ont pris la rhétorique des Gilets jaunes. La comparaison s'arrête là. Ils ont, pour vendredi prochain, c'est acte 2. Il y a la rhétorique des Gilets jaunes, mais il y a une rhétorique, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, et puis vous avez écrit un livre sur les printemps arabes précédemment. On entend Bouteflika dégage. C'était exactement ce qu'on entendait dans un pays qui est limitrophe, la Tunisie, oui. En janvier 2011. Ben Ali dégage. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question sur les printemps arabes, parce qu'il y avait quelque chose qui était fascinant à cette époque-là, c'est qu'il y avait une classe moyenne urbaine qui descendait dans la rue. Est-ce que finalement, l'Algérie qui a acheté en 2012 la paix sociale en évitant ce printemps arabe dans ce pays, est-ce que justement ce n'est pas ce qui est en train de se produire? Avec, encore une fois, un autre ingrédient du printemps arabe, un pouvoir vieillissant et croupissant au moment où se pose la question de sa succession. Oui, c'est 20 ans de pouvoir. L'étincelle, pour reprendre une expression de Lénine, c'est la candidature
au 5e mandat et 20 ans au pouvoir. Dans ces 20 ans, comme disait Georges Marchais, le bilan est globalement positif. Il y a du bon, du moins bon. Et ce sursaut-là, c'est la glaciation du pouvoir. Le sursaut dont vous parlez, c'est le fait de demander un 5e mandat ou c'est le sursaut des gens qui manifestent? Le 5e mandat a provoqué un sursaut. Un sursaut, ça veut dire que généralement, on se révolte, mais après, on rentre à la maison. La révolte est tellement surprenante, l'ampleur est tellement grande que le 5e mandat, que l'élection présidentielle devient un sujet presque accessoire. Quel que soit le prochain président, même si le président sortant est réélu, ce que je n'exclus pas, il n'aura pas les mains libres. Et là, il serait réélu parce qu'il a un soutien populaire ou parce que les urnes seront bourrées? Le calendrier parle en sa faveur. La date limite des dépôts des candidatures, c'est le 3 mars, très prochainement. Une fois que sa candidature est déposée, je ne vois pas comment cette mécanique où il y a le pouvoir, le FLN, les syndicats qui sont déclarés pour lui, bien sûr, le retournement des vestes est plausible. Bien sûr, là, j'ai entendu parler d'un nouveau HCE qui est le Haut Comité de l'État. C'est après le départ plus ou moins volontaire de Chedli, on a fait une instance, un directoire. C'était en 1988 et vous expliquez ça très bien dans votre dernier livre, d'ailleurs, France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète, où la France a été impliquée dans cette affaire. À vous, deux dernières questions. Où sont les islamistes actuellement dans ce mouvement? L'islamisme politique est laminé. Ce qu'il y a en Algérie, c'est la religiosité, c'est l'islam comportemental. L'islamisme politique, il n'y a pas de leader qui peut revendiquer la charia, qui va prendre le pouvoir. Ça, c'est impossible, c'est fini. Il n'y a pas un équivalent du PJD marocain ou d'Ennahda tunisien en Algérie aujourd'hui? Il y a des équivalents sur le papier, mais ils n'ont pas d'assises. Ils ont un discours, ils n'ont pas d'assises, ils sont audibles, mais pas partout. Est-ce que vous êtes réjoui, est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez ce mouvement? Non, je ne suis pas inquiet. Tout d'abord, le pouvoir a des gestes de survie et je ne vois pas, quel que soit le prochain président, je ne le vois pas ne pas inclure cette dimension de la rue. Ça, c'est nouveau. Puisque printemps arabe il y a, hormis la Tunisie, la rue égyptienne a bougé contre Moubarak. Maintenant, on remet les compteurs à zéro, bis repetita. Le maréchal Sisi a fait voter une loi la semaine dernière où il va être président jusqu'en 2034. La Libye, sans commentaire. La Syrie, sans commentaire. Donc voilà le printemps arabe. En Algérie, non. Ils vont inclure la dimension de la rue. Une dernière question. Il y a un dossier qui va paraître dans le Figaro demain sur l'Algérie et qui raconte que beaucoup de manifestants qui sont là, dans la rue, n'ont pas connu les années de plomb, n'ont pas connu la guerre civile. Est-ce que c'est un élément d'explication aussi de ce mouvement? La majorité est jeune, c'est-à-dire les gens qui manifestent, quand ils ont eu une conscience politique, ils n'ont connu que ce pouvoir. Ils n'ont pas connu les années de plomb, ils n'ont pas connu le terrorisme. Et là, ils prennent la parole. Et pour ce pouvoir, il y a eu ils ressentent la 5e candidature comme une provocation. C'est surtout ça. Et ils prennent la parole. Et surtout, ce qui démontre, c'est l'absence de l'opposition. L'opposition est tellement silencieuse qu'il y a, je ne dirais pas un clown, le clown est un métier respectable, qu'il y a quelqu'un comme Rachid Nekaz qui fait le buzz. On va justement en reparler dans une deuxième partie avec Frédéric Pons. Merci beaucoup, Naoufel Brahimi. Comment la France a géré avec l'Algérie les précédentes manifestations de la fin des années 80, notamment celle de Chadli Benjedid, mais quelle fut la vraie teneur des relations entre Paris et Alger au moment de l'enlèvement et de l'assassinat des moines de Tibérine, ou encore du détournement de l'Airbus Paris-Alger 1994.
Réponses et révélations dans ce livre qui est signé de Naoufel Brahimi El Mili, 50 ans d'histoire secrète, c'est absolument passionnant, comme l'était d'ailleurs le premier tome. Et on recommande aussi vos chroniques sur le site Monde Afrique de notre confrère Nicolas Beau. Abdelaziz Bouteflika doit-il renoncer à un 5e mandat? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. C'est difficile d'y renoncer. Pour lui, c'est en tout cas ce qu'explique et ce qu'analyse, ce que prétend le politologue Antoine Basbous. Il dirige l'Observatoire des pays arabes. Je crois que le régime ne peut pas être insensible à cela. Il est coincé, il est piégé parce qu'il n'a pas envisagé d'autres solutions que Bouteflika. Il n'a plus le temps de se retourner puisque les échéances, c'est le 3. Alors, il peut y avoir un report des élections pour pouvoir se retourner. Donc c'est la seule solution, à moins que Bouteflika passe en force et après dise « je veux créer un vice-président ». C'est l'objet de la conférence nationale, un vice-président jeune qui prendra la relève. Impossible pour Bouteflika de renoncer à un 3e mandat, ou bien il faut reporter les élections. C'est votre avis également, Frédéric Ponce? Je crois que tout autour de Bouteflika se trouvent des réseaux, des leviers d'influence qui font que tous ont intérêt, malgré quelques divergences, à le maintenir au pouvoir encore 5 ans. Je pense aux réseaux militaires, claniques, familiaux. Je pense aussi aux réseaux économiques, tous ces gens qui profitent des circuits d'importation dans lesquels on trouve beaucoup d'islamistes et d'islamistes rangés aujourd'hui, à qui Bouteflika et son clan ont laissé une grande partie de ces circuits d'importation. Vous savez que l'Algérie importe 90-95% de ce qu'elle consomme. C'est une manne inespérée. Et donc tous ces gens-là ont intérêt à ce que Bouteflika se représente et gagne cette élection. Algérie, le vrai état des lieux, c'est ce livre que vous avez écrit il y a quelques années, c'était en avril 2013. Est-ce que vous êtes étonné de ce qui se passe à l'heure actuelle? Non, parce qu'en 2014 déjà, pour le 4e mandat de Bouteflika, il y avait eu une opposition, une remise en question de cette nouvelle candidature. L'opposition islamiste et laïque s'était unie dans une espèce de plateforme commune pour s'opposer à Bouteflika. Donc il y avait déjà eu un sursaut de l'opinion, en tout cas d'une partie de l'opinion. Et ça n'avait rien donné. Bouteflika avait été largement réélu. Ce qui est étonnant quand même, c'est que les gens soient descendus dans la rue. Lors de tous mes derniers voyages en Algérie, quand j'interroge les gens, ils me disent « il n'y aura pas de manifestation, il n'y aura pas de violence » parce que la population, évidemment les gens plus âgés, mais même les jeunes, vous savez, 45% de la population algérienne a moins de 30 ans, donc n'a pas le souvenir, ces années de plomb dont on parlait il y a quelques secondes, mais toutes les familles ont été touchées, impactées par cette guerre civile, et on disait c'est un cauchemar. Et ce cauchemar, personne n'a envie de le revivre. Et en plus, les Algériens regardent attentivement ce qui s'est passé dans les autres pays arabes, ces fameux printemps arabes. Partout, c'est la catastrophe, ça vient d'être dit. Donc, on me disait, il n'y aura pas, ou vraiment de façon dérisoire ou subalterne, de manifestation ou de remise en cause dans la rue. Or là, ça bouge. Quand on regarde les manifestants, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des adultes qui ont pu connaître ces années difficiles. La grande différence avec 2014, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir algérien n'a plus les budgets sociaux qu'il avait encore en 2014. Depuis 2014, la situation économique s'est considérablement dégradée. À l'époque, le pouvoir pouvait ouvrir les robinets des subventions sociales et calmer les colères populaires. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile. Pendant que vous me parlez, on apprend, c'est une alerte AFP, qu'il y a un sit-in à l'heure actuelle, là cette fois-ci de journalistes algériens qui dénoncent la censure, un sit-in qui n'était pas annoncé, et une dizaine d'entre eux ont été arrêtés. Et c'est l'un des phénomènes d'ailleurs de ce mouvement à l'heure actuelle, c'est la difficulté à avoir des informations sur la télévision publique et les médias publics algériens. L'Algérie, vous savez, est une société opaque. J'ai en tête la confidence d'un ambassadeur de France, il y a 2-3 ans, qui, au terme de 2 ans d'ambassade là-bas, me disait « Depuis 2 ans, je cherche à comprendre qui est le pouvoir, qui contrôle le pouvoir, qui donne les ordres en Algérie ». Et cette opacité, les Algériens la ressentent aussi, et ces mouvements de la rue sont dirigés aussi contre cette infantilisation du peuple algérien. Le fait que les Algériens ne savent pas exactement où en est Bouteflika, qui commande, qui dirige,
qu'est-ce qui se passe dans l'ombre de cette nomenclatura. Donc il y a un vrai rejet. Est-ce que ce rejet ira jusqu'à son terme, c'est-à-dire à une remise en cause forte, nette, qui conduirait Bouteflika et son clan à renoncer à ce mandat? Je ne le crois pas, tellement les intérêts de tous ceux qui entourent Bouteflika sont immenses. Vous revenez longuement dans un chapitre dans votre livre sur ces révoltes de la fin des années 80, d'octobre 88, de la jeunesse algérienne déjà contre le président de l'époque. On en a parlé tout à l'heure avec Nafel El Brahimi, Chadli. Et suivi plus tard, 3 ans plus tard de la victoire des islamistes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on revit la même chose aujourd'hui? Non, pas exactement, parce que la société algérienne s'est islamisée de façon rampante, tranquille, si on peut dire. Mais il n'y a pas plus... dans les années 90. Non, mais aujourd'hui, je veux dire, la différence avec les années 90, c'est qu'à l'époque, il y avait des mouvements islamistes structurés, radicaux, avec des milices qui étaient armées ou qui se sont armées progressivement. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ce qui est important à noter, c'est que tous les Algériens qu'on rencontre, quelles que soient les générations, disent « notre printemps arabe, nous l'avons eu ». C'était dans les années 88-92. Et ce printemps arabe, qui avait représenté un espoir fou de mettre fin à ce régime qui a ruiné le pays, l'Algérie, le FLN et Bouteflika, qui est un héritier de ce régime aussi, eh bien, les manifestations, cette remise en cause, avait conduit à 10 ans de guerre civile, 200 000 morts. Et beaucoup d'Algériens réfléchissent à ça aujourd'hui. Alors la différence, mais la différence aujourd'hui, c'est que il n'y a plus dans la société à la fois d'un espoir islamiste tel qu'on a eu dans les années 90 et d'une menace islamiste avec ces groupes armés qui ont tenu tête à l'armée, à la police, au service de renseignement algérien pendant 10 ans. Donc aujourd'hui, la différence, c'est que tout est ouvert. Beaucoup de gens se disent il faut tourner la page Bouteflika, il n'y a plus cette menace islamiste politique qui pourrait imposer la charia au pays, donc on va tenter, on peut jouer le coup. Dernière question, Frédéric, quel regard vous portez sur l'avènement, justement, on en parlait tout à l'heure, de Rachid Nekaz? Je crois que c'est un épiphénomène, le mot a été prononcé, c'est un clown, c'est peu de choses, c'est peut-être une marionnette que certains veulent agiter. Je crois qu'il est plus important aujourd'hui de considérer ce qui est à l'œuvre en Algérie, c'est-à-dire une déstabilisation profonde qui risque de se produire. Et votre interlocuteur précédent disait qu'il n'était pas inquiet. On peut être inquiet de ce qui est en train de se passer, d'abord et surtout pour les Algériens eux-mêmes et l'Algérie. L'Algérie est un pays potentiellement très riche qui est ruiné. Le régime a organisé un formidable gâchis dans ce pays. Tout est à refaire. Et puis, inquiétude aussi pour les pays voisins, le Maroc et la Tunisie, qui n'ont pas besoin d'une déstabilisation de l'Algérie, et inquiétude aussi pour la France, parce que, selon toute hypothèse, on peut estimer qu'il y aura des mouvements de population vers le nord de la Méditerranée. On va y revenir dans une troisième partie avec notamment Renaud Girard. Algérie, le vrai état des lieux. C'est à retrouver sur Amazon et c'était chez Kalman Levy. Et ça reste très intéressant à lire. Merci Frédéric. Bouteflika doit-il renoncer à un 5e mandat? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Et je salue Peter, Lilia, Frédéric, qui n'est pas Frédéric Ponce, Farouk, Benjamin, qui nous rejoignent actuellement sur Twitter. Benjamin qui nous dit que Bouteflika n'est même pas en état de renoncer. En tout cas, il a toujours été réélu dans un fauteuil et un fauteuil roulant. Mais pour aujourd'hui, c'est très difficile pour les pays étrangers, en tous les cas, de s'exprimer sur la suite des événements. C'est notamment très difficile pour Paris de faire une réponse claire, surtout quand on entend la réponse du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. C'est au peuple algérien et à lui seul qu'il revient de choisir ses dirigeants, de décider de son avenir, et cela dans la paix et la sécurité. Vous le savez, c'est un pays ami, c'est un partenaire important auquel nous rattachent des liens d'une exceptionnelle densité, qui sont le fruit de l'histoire. Nous formons le vœu que cette élection donne à l'Algérie l'impulsion nécessaire pour faire face aux défis qui sont les siens et pour répondre aux aspirations profondes de sa population. Bonjour Renaud Girard. Bonjour. Vous êtes d'accord avec la prudence de Benjamin Griveaux sur ces questions-là? Bien sûr, il ne faut surtout pas donner l'impression qu'il y ait la moindre ingérence de Paris en Algérie, parce que
le régime, en fait, se maintient, ce régime qui est un régime de faillite, comme l'a expliqué Frédéric Pons, de prédation aussi par les élites du FLN. Ces élites qui, d'ailleurs, ne s'étaient même pas battues, hein, c'était l'armée de l'extérieur qui était derrière la ligne Maurice et qui ensuite a remporté la mise, n'est-ce pas, avec l'arrivée au pouvoir de Boumedienne, donc un régime qui a, alors qu'il avait cette manne du pétrole incroyable qui avait laissé les Français, qui a détruit l'agriculture de l'Algérie, qui a fait une jeunesse complètement frustrée, qui est responsable de l'islamisme en Algérie, puisque par réflexe pseudo-anticolonialiste, on a arabisé les études, et comme on n'avait personne, aucun professeur pour donner des cours en arabe, on les a fait venir de Haute-Égypte, et Nasser était très content de se débarrasser de ces islamistes pour les envoyer en Algérie. Enfin, donc c'est un régime de faillite absolue. Et la seule chose qui lui reste comme discours, c'est une sorte de discours, effectivement, anticolonialiste. Ça serait la France qui serait toujours responsable, etc. Bon. Donc si la France... Et donc il est très prudent, il a tout à fait raison. Il ne faut surtout pas intervenir. Et d'ailleurs, on aurait dû laisser... Si la France intervient, ça légitimerait justement les éléments qui arrivent à se maintenir encore à Alger, si je vous suis, à trouver une légitimation à ce maintien. Voilà, nous sommes les descendants des héros de la guerre d'Algérie, etc. Toute cette rhétorique bidon et dont le peuple algérien s'aperçoit qu'elle est bidon. Quelle diplomatie pour la France? C'est le dernier livre que vous signez au CERF et on ne recommandera jamais assez de le lire. On dit que la communauté algérienne en France, elle, est très inquiète. En tous les cas, c'est ce qu'on a pu avoir comme confidence ces dernières 24 heures auprès de gens qui fréquentaient pas mal des membres de cette communauté, des responsables de cette communauté en France. Il n'y a notamment pas envie de voir de nouveaux arrivants qui viendraient surcharger les appartements, qui viendraient se rajouter à une communauté qui est déjà très présente en France et qui a été déjà très meurtrie dans les années 90. Quel rôle, alors, si je vous suis et si on a en tête ces données-là, doit tenir aujourd'hui la France? Bien, la France, elle doit montrer de l'intérêt, je dirais peut-être quand il y a des catastrophes d'Algérie, de la compassion, de l'aide humanitaire si parfois ils font une coopération évidemment policière, diplomatique, dans tous les domaines. Continuer, s'il y a une demande, les efforts de francophonie. Bon, l'Algérie a eu cette politique assez bizarre, si vous voulez, d'arabiser les études dans le secondaire, mais de maintenir le français dans le supérieur. Donc, en fait, tous les gens qui veulent faire du supérieur doivent mettre leurs enfants dans des écoles privées ou qui apprennent le français, et ensuite pour passer dans le supérieur. Le français, la langue française, reste la langue de référence de l'intelligence, de l'intelligentsia, et les médias français, les télés françaises, restent la référence, puisque, évidemment, il n'y a pas de liberté sur les télés algériennes, et c'est ce que dénoncent en tout cas certains confrères qui sont en train de manifester à Alger. Et les Algériens écoutent les télévisions françaises. Je pense que, moi je ne crois pas au néoconservatisme, je ne crois pas à la demi-décolonisation. La France a décidé librement, avec le général de Gaulle, de donner son indépendance à l'Algérie, et donc c'est effectivement aux Algériens de se diriger. Maintenant, Benjamin Griveaux l'a dit, il y a des liens tellement anciens, des liens d'affection, parce qu'en fait, quand vous allez en Algérie, le peuple est les gens sont très accueillants à votre égard, à l'égard des Français. Ils aiment beaucoup les Français. Mais il ne faut surtout pas donner l'impression qu'on interviendra. Et je pense qu'on a fait une erreur dans le début des années 90, 91, quand il y a eu cette expérience, quand les islamistes, n'est-ce pas, ils ont d'abord gagné les élections municipales, puis ensuite les élections législatives. Le premier tour des élections législatives, mais il n'y a jamais eu de second tour des élections législatives. Voilà. Et la France, c'était... Je pense que la France aurait dû rien dire, mais en fait, la France, elle avait raison, d'ailleurs, elle était, contrairement aux États-Unis, elle était contre les islamistes, alors que les Américains, en fait, les amis des Saoudiens, ont toujours soutenu les islamistes. soutenu ou laissé faire, en tout cas,
cette islamisation. Et la France est intervenue et a soutenu le régime algérien, parce que c'est très bien raconté d'ailleurs par Naoufel Brahimi mais je pense qu'elle n'aurait pas dû, et je pense que cette expérience, et je pense que l'Algérie, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette expérience de frères musulmans en Algérie, parce que ça aurait échoué, on en aurait été débarrassé pour longtemps. Et je crois que ce qui se passe, et je crois que ce qui se passe, en revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu la guerre, les islamistes, mais en fait, ils ont gagné la paix. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une société, ça a été dit par nos deux intervenants, une société qui est en fait de plus en plus islamisée. Vous voyez d'ailleurs, les femmes qui parlent, on les voit dans les manifestations, elles sont toutes voilées, alors qu'au départ, le FLN, c'était un mouvement qui était nassérien, aidé d'ailleurs par Nasser pendant la guerre d'Algérie, et vous vous souvenez des propos peu aimables que tenait Nasser sur les femmes voilées. Merci beaucoup Renaud Girard pour cette première analyse. Je signale encore votre livre « Quelle diplomatie pour la France ?» C'est aux éditions du Cerf. Puisqu'on parlait également de la guerre d'Algérie, on est revenu sur ça. Jean Sévilla, notre confrère du Figaro Magazine, a écrit un livre très intéressant sur lequel il revient sur la guerre d'Algérie, les vérités cachées de la guerre d'Algérie. Et c'est un livre très intéressant, passionnant, parce qu'il revient sur toutes les idées reçues, à la fois dans le narratif, dans le récit de l'indépendance algérienne, mais également dans le récit des partisans de l'Algérie française. Livre très intéressant et très courageux de notre confrère. Question qu'on a posée à Renaud Girard, qu'on a posée également à nos invités. On vous la pose aujourd'hui. Abdelaziz Bouteflika doit-il renoncer à un 5e mandat? Difficile, déchirant, disent certains, parce que derrière Bouteflika, eh bien toute cette génération qui a été au moment de l'indépendance. Il y a en tous les cas un véritable défi, c'est la situation sécuritaire. C'est ce que rappellera dans sa tribune Éric Zemmour dans le Figaro Magazine de ce week-end. En voici un extrait en avant-première. Comme nous n'avons jamais abrogé les accords d'Évian de 62 qui donnaient des privilèges aux Algériens pour venir en France, nous avons au contraire accumulé les lois qui permettent aux Algériens de venir légalement en France. Aujourd'hui, selon les évaluations, il se pourrait entre 10 et 15 millions d'Algériens qui pourraient venir légalement en France rejoindre un parent, un cousin, une femme, etc. ou que sais-je encore. Un certain nombre de questions sont posées. Peut-être, je voudrais avoir, Naoufel Brahimi, avoir une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre pendant ce débat et sur les analyses qui ont été faites. Tout d'abord, il y a eu un constat réel. Ces manifestations dénotent aussi quelque part un échec. Maintenant, je maintiens l'absence de toute inquiétude, parce que ce qui est fait, dans le bilan de Bouteflika, il y a du bon et du moins bon. Ce qui veut dire que ces 20 ans, il n'y a rien d'irréversible. Les choses restent rattrapables. Et ce qui m'a interpellé sur la position de la France, bien sûr, la France ne peut qu'avoir un silence assourdissant. Ça, le contraire aurait été... C'est parce que dans le pouvoir algérien, quand quelque chose ne va pas, on dit c'est le parti de la France. Dénoncer le parti de la France est la valeur refuge. Il ne faut pas que la diplomatie française tombe dans ce piège. Donc, sur ça... Ça va être assez ténu pour la France. Oui, mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. Rien n'est irréversible, oui, mais quand même, l'Algérie, depuis un peu plus de 50 ans, a ruiné son agriculture et son industrie, et elle importe tout, y compris de la bimbeloterie chinoise dont elle n'a pas besoin. Les Français qui connaissent l'Algérie se souviennent de la mitidja, symbole de la prospérité agricole. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans la mitidja, on est obligé d'importer du nectar de jus d'orange qui va servir à produire du jus d'orange algérien. C'est-à-dire que les Algériens ont laissé tomber même cette richesse qui leur avait été laissée par les Français. Orangina est né dans la mitidja en Algérie. Eh bien aujourd'hui, il n'y a plus d'oranger dans la mitidja. L'industrie, c'est pareil, il n'y a plus rien. Et ce qui est grave et ce qui est inquiétant pour l'avenir, c'est que les réserves pétrolières et gazières sont en train de s'épuiser. Et c'est que tout le matériel qui servait à produire ces hydrocarbures est en train d'entrer en obsolescence au moment où l'Algérie n'a plus les moyens de financer tout ça.
On va prendre les questions des internautes, si vous le voulez bien. La question qu'on posait, c'était est-ce qu'Abdelaziz Bouteflika doit renoncer à un nouveau mandat? Alors, Lance, qui s'est exprimé, je pense, en faveur du départ de Bouteflika, nous dit il ne gouverne plus ce pays depuis de nombreuses années déjà, ce n'est qu'un homme de paille. L'Algérie, depuis la mort de Boumedienne, l'Algérie était quasiment le seul pays au monde où on se pose la question qui gouverne en Algérie. Ça n'a pas changé depuis la mort de Boumedienne. C'est que le système... Pourtant, Bouteflika avait justement rompu avec cette idée quand il est arrivé au pouvoir quand il est revenu au pouvoir au début des années 2000. On a vu tout au long des années 90 des militaires se succéder dont on ne connaissait pas le nom et qui étaient des primus inter pares. Et là, on avait vu Boutef, comme on l'a surnommé, ça changeait, non? Ça a changé. Le premier facteur, c'est le facteur santé. Il faut rappeler qu'il y a eu le Val-de-Grâce saison 1. C'est comme le bureau de légende, il y a eu plusieurs saisons. Voilà. Donc il y a eu, ça a commencé à vaciller, et après on a vu qu'il s'était remis en forme, continué. À partir du moment où, aussi bien en Algérie, aussi bien en Occident, où on confond stabilité et immobilisme, les dernières années, l'immobilisme s'est accéléré. C'est brejnevien. Moi, je crois, Vincent, que Bouteflika est le fils spirituel de Boumedienne. C'est-à-dire Boumedienne avait centralisé tous les pouvoirs. Après la mort de Boumedienne, il y a eu une succession de présidents. Et petit à petit, on a vu une partie de l'armée et du FLN reprendre la main sur le pouvoir ou le garder. Bouteflika, dès son arrivée au pouvoir en 1999, a systématiquement et de façon très habile casser les contre-pouvoirs qui pouvaient s'opposer à lui, contre-pouvoirs civils, mais contre-pouvoirs militaires, y compris les fameux services de sécurité qu'il a neutralisés. Dont on disait qu'ils étaient intouchables. Quand même, il a réussi ça. C'est la grande réussite de Bouteflika. Oui, oui. Il les a mis à sa botte. À réformer l'armée. Il faut aussi inclure le facteur exogène, la géopolitique. L'armée algérienne est préoccupée par l'environnement. La Libye, c'est inquiétant. Le Mali, c'est très inquiétant. Donc l'armée est beaucoup plus orientée vers la géopolitique régionale que vers la politique nationale. Donc ça veut dire que également, la conséquence pratique, justement, dans les événements actuels, c'est qu'est-ce que peut faire l'armée? Est-ce qu'elle est beaucoup trop mobilisée, justement, pour la défense des frontières et donc à laisser à la police à gérer la situation actuelle? La police algérienne qui a géré pendant des années, surtout la période du printemps arabe, entre 8 et 10 000 manifestations par an, la police algérienne a un savoir-faire, pour reprendre l'expression de Michel Yomari. Donc, elle sait faire. Et il faut aussi voir les effectifs de la police algérienne sont presque aussi importants que les forces terrestres. L'armée... Que l'armée de terre algérienne. Oui, que l'armée de terre algérienne. Je ne vois pas l'armée prendre la main d'une manière directe. C'est très difficile, ce n'est pas vendable. Et si la rue a bougé, ce n'est pas pour faire venir les militaires. Pour le moment, l'armée a des préoccupations géopolitiques qui sont réelles. C'est ça l'inquiétude. La rue va imposer son point de vue, quel que soit le prochain président. Il faut l'inclure. Et je reviens juste sur le FLN. Rapidement, parce qu'on va reprendre les questions. Voilà. Le FLN n'a jamais été un parti au pouvoir, il a toujours été un parti du pouvoir. Sur l'armée, quand même, intéressant. Si la police, devant l'ampleur des manifestations, commençait à perdre la main ou à ne plus pouvoir contrôler, c'est l'armée qui interviendrait. Or, l'armée en Algérie est une armée de conscription. Qu'est-ce qui se passerait face à une armée de conscription? Ces foules qui pourraient se rassembler face à des conscrits qui pourraient remettre en cause l'autorité de leurs supérieurs, des gens d'active. Là, la question est posée, on n'a pas la réponse. Beaucoup de questions sur Rachid Nekaz également. Le commentaire qui nous demande notamment, Rachid Nekaz, candidat de l'opposition, n'est-il pas un danger de radicalisation de l'Algérie? Rachid Nekaz a vendu un récit. Rachid Nekaz a vendu l'anti-français. Son récit, c'est « J'ai fait le sacrifice de renoncer à la nationalité française ». Au moment où tout le Maghreb rêve d'un passeport européen, d'un visa européen. Il a vendu ce récit. C'est le grand récit de Frédéric Pons, le début de son livre d'ailleurs. Oui. Donc il a vendu
ce récit-là. Il a fait le buzz parce qu'il est habile, mais ce n'est pas un opposant. Nabil nous dit, se moquer de Nekaz, c'est se moquer de la jeunesse algérienne qui le soutient. Il est quasiment seul à pouvoir rassembler des foules et casser la barrière de la peur. D'un autre côté, il n'y a pas d'opposants actuellement. Donc il y a des figures comme ça qui peuvent venir. Ce n'est pas tout à fait faux. On verra si Nekaz rassemble sur son nom les fameuses foules et combien de bulletins de vote. En réalité, il n'y a pas d'opposants, oui, parce que Bouteflika et son clan ont systématiquement cassé, divisé, compromis, rallié, racheté ou envoyé en exil ces fameux opposants. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où le pouvoir vieillissant, affaibli, est obligé de se ce que nous dit Pragma, 50% de la Oui. population algérienne a moins de 25 ans, dont 30% moins de 15 ans. On a l'impression de lire toujours ces chiffres-là depuis des années. Ouais, ouais. Donc la génération de l'indépendance est très minoritaire. Ah ben c'est fini, la génération de l'indépendance, c'est, si vous voulez, en exemple symbolique, c'est Bouteflika qui a 83 ans. Et les successeurs, si d'aventure Bouteflika ne se représente pas, s'il était battu, en tout cas le prochain mandat, les successeurs ne seront pas de cette génération et n'auront plus cette légitimité du combat pour l'indépendance. Ils seront plus jeunes. Quel sera à ce moment-là leur impact sur la population? Parce que Bouteflika, qu'on l'admette ou pas, il est quand même un des pères de l'indépendance. Donc pour ça, il est un peu respecté. C'est l'une des raisons pour lesquelles son maintien au pouvoir n'est pas simplement le fait de s'accrocher au pouvoir, mais c'est justement la question de cette légitimité de cette jeune nation, quand même, qui est la nation algérienne. C'est ce qu'expliquera notamment Éric Zemmour dans sa chronique à retrouver du Figaro Magazine et dans sa chronique que vous pourrez retrouver sur Figaro Live dès la semaine prochaine. J'ai deux dernières questions. Je vous demande des réponses courtes parce qu'on va commencer à rentrer dans le temps additionnel. La première, on a parlé d'une islamisation rampante dans la société algérienne. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, pendant 10 ans, on a vu, nous, Français, cette guerre contre les islamistes qui a été très dure, qui a impliqué la France, qui s'est invitée en France. Et on se dit, tout ça, pour ça, c'est-à-dire que finalement, ce qui a construit la légitimité du pouvoir algérien, finalement, n'a servi à rien. Là, vous faites le problème. Oui, il y a l'islam comportemental, mais il n'y a presque plus d'islam politique. L'islam politique, je n'y crois plus. Les grands moments des week-ends algériens, c'est le vendredi, la mosquée et le stade. Et la prochaine manifestation, d'ailleurs, est prévue vendredi prochain. Vendredi. L'islamisation de l'Algérie a été favorisée par Abdelaziz Bouteflika, symbole de cette faveur accordée aux islamistes, cette grande mosquée d'Alger, plus d'1 milliard de dollars de coûts sur Alger. L'islamisation, c'est la disparition des cafés, des cinémas à Alger et dans les grandes villes. L'islamisation, c'est aussi, par Bouteflika, le fait d'avoir confié un certain nombre de ces circuits d'importation très importants à des islamistes qui sont peut-être en cravate, mais qui ont encore un agenda, la charia, pour leur pays. En gros, le compromis qui s'est passé, c'est vous vous occupez plus de politique, on ne vous fait plus la guerre, et en revanche, on vous a laissé la société et une partie de l'économie. Sauf que ça ne marche pas, parce qu'à un moment, ils vont vouloir faire de la politique. Une toute dernière question, comment ça se fait que Bouteflika est réélu chaque fois massivement? On bourre les urnes ou il y a vraiment un vrai soutien populaire? Il a une base. Contrairement à beaucoup de pays africains, en Algérie, les pays africains fraudent par nécessité. En Algérie, on fraude par principe. Il faut avoir un score plus qu'honorable. Merci beaucoup pour ces précisions. J'espère que c'est plus clair. Pardon d'avoir dépassé le temps. Et je remercie les équipes techniques autour de Jean-Charles Cousin pour nous avoir permis de le faire. Naoufel El Brahimi, France-Algérien, 50 ans d'histoire secrète. C'est aux éditions Fayard. C'est absolument passionnant. Algérie, le vrai état des lieux. 50 ans d'indépendance, c'est chez Kalman Lévy et c'est de Frédéric Ponce. Quelle diplomatie pour la France, c'est également aux éditions du Cerf. Et puis, les vérités sur la guerre d'Algérie, Jean Sevilla, c'est également chez Fayard, les vérités cachées de la guerre d'Algérie. Dans un instant, vous retrouvez le talk avec Yves Tréhard, invité Michel Sapin. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour Point de vue. En attendant, vous avez également rendez-vous à la mi-journée, 13h30 exactement, avec Interaction, où Renaud Toffier revient avec Philippe Gély à Washington et Sébastien Faliti à Hanoï sur l'échec, en tous les cas l'échec apparent, du sommet Trump-Kim. À très vite sur Figaro Live.